Je pensais que Sabrina Carpenter faisait de la pop vide. Et pourtant, je me suis surpris à l'écouter volontairement. Et ça m'énerve un petit peu. Parce que dans ma tête, c'était le genre d'artiste que je n'étais pas censé aimer. De la pop générique, le truc que t'écoutes puis que t'oublies. Sauf que je me suis surpris à fredonner lorsque passait une de ses chansons à la radio. Et j'ai même regardé une de ses performances lors de Coachella 2026. Comme la pop générique qu'elle fait, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas aimer Sabrina Carpenter. Cette superstar internationale, doublement récompensée aux Grammy Awards, est devenue une figure incontournable de la pop grâce à ses deux derniers albums à succès, Short and Sweet et Man's Best Friend, tous deux nommés dans la catégorie album de l'année. Il y a un an, Sabrina a sorti Espresso. Vous pouvez voir des images de ce qu'elle a produit lors de Coachella 2026 et franchement c'était très travaillé, c'était une performance avec plein de changements de costumes, de scènes. Regardez ça, tout qui est travaillé, la mise en scène. En apprenant à connaître Sabrina Carpenter, j'ai changé moi d'avis, je l'aime bien maintenant. Et je me demandais, parce qu'à côté de ça, t'as des femmes comme par exemple Margot Robbie. Tout le monde l'adore, tout le monde parle de son talent. C'est là qu'a commencé mon amour pour Margot Robbie. Elle a incarné un Harley Quinn formidable. Donc voyez son jeu d'actrice, hein. Voyez son jeu d'actrice. L'apparition de Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street 2013 est un moment de révélation. J'ai essayé, vraiment, tout le monde l'adore, j'ai essayé de comprendre, mais en fait, ça me dépasse. J'ai regardé Le Loup de Wall Street, j'ai regardé Barbie, et mon avis n'a pas bougé. Et c'est là que je me suis posé une question. Pourquoi suis-je capable de complètement changer d'avis sur certaines personnes, mais pas du tout sur d'autres? Est-ce que j'ai vraiment des goûts, ou est-ce que je me fais juste influencer sans m'en rendre compte? Donc je voulais verbaliser la chose, trouver les mots justes quant à ce qui me dérange par rapport à Margot Robbie, parce que je me suis complètement trompé sur Sabrina Carpenter, mais je pense pas du tout sur Margot Robbie. Je pense qu'elle a obtenu beaucoup de rôles grâce à son physique finalement. Voici dans le film de Tarantino ses pieds, ce qui semblait être la raison principale pour moi du fait que Tarantino ait pris Margot Robbie pour son film. Il kiffe les pieds de Margot Robbie, j'imagine, parce que c'est une meuf comme il les aime. Elle a Uma Thurman, une grande blonde, chose que moi je n'aime pas, mais que Tarantino, c'est tout à fait à son goût. Les réflexions de tout le monde sur la fétichisme des pieds de Tarantino. Et ben voilà. Et ben voilà. The Big Short, elle explique en fait un concept intellectuel en étant dans la baignoire. Il y a un truc qui s'appelle le pape dans la piscine. Ce qui consiste en fait à produire du divertissement en faisant faire au personnage une action pendant qu'on fait de l'exposition, pendant qu'on explique quelque chose par rapport à l'histoire qui pourrait être ennuyeux. The big banks, they made billions and billions on their 2%. On la met du coup dans cette petite baignoire avec du mousseux, avec le champagne, parce qu'elle est sexy. Enfin, vous voyez bien, elle est bien maquillée dans sa baignoire. Hein. Moi, je la trouve même pas belle cette meuf, quoi. Mais bon. Finalement, il y a plein de films où elle est à poil. Là, voilà, Wuthering Heights. Bam, ils sont encore en train de baiser. Margot Robbie, elle joue dans plein de films pour son physique, je pense. Et j'ai trouvé ça ironique qu'ensuite, en fait, dans Barbie, elle joue un personnage censé incarner du coup un idéal féministe, quand c'est une actrice presque exclusivement grâce à son physique. Le Loup de Wall Street, crédit à Margot Robbie qui a suggéré une scène littéraire, à mon sens, au minimum mémorable, où elle ouvre ses jambes devant un Léo agenouillé au pied du lit. Symboliquement, le pouvoir féminin exercé directement, et ça marche encore mieux parce que tu caches ce que Léo voit à l'audience, ce qui le rend plus sexy. Puis, pathétique à la Marlon Brando, qui s'agenouille devant sa femme, mais révisé pour le 21e siècle. Comme ils disent en anglais, hein, même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Son côté actrice insipide, censée donner goût au rôle par son physique, a mis une bonne idée dans sa tête du fait qu'elle est une bimbo qui jouait le rôle d'une bimbo, qu'elle et son personnage savent comment utiliser leur charme féminin pour parvenir à leur fin. La scène est littéraire aussi parce qu'elle fait écho à sa vie réelle où elle utilise sa féminité pour réussir. Mais là, dans le film, de manière extrême, hyperbolique, même si dans la vraie vie, on n'est pas loin de ce degré-là, de se dévêtir pour obtenir de l'attention non plus. Margot Robbie s'est présentée sur le plateau sans sous-vêtements pour obtenir une réaction authentique de Leonardo DiCaprio. Et ça a marché.
À mon sens, ce n'est pas son talent d'actrice qui l'a fait avancer. D'ailleurs, son dernier film n'est pas très bon. J'ai le sentiment que Margot Robbie pourrait être nominée l'année prochaine aux Razzie Awards pour Les Hauts de Hurlevent. Sabrina Carpenter, j'ai évalué et évolué ma position pour éviter de la shorter malgré le fait qu'elle soit petite. J'aurais pas dû regarder The Big Short. Une petite vanne. Les gens se demandent est-ce que Sabrina Carpenter est une sex symbol. Mais finalement, moi, je n'en ai pas tant à foutre que ça. Une image sexy d'Evety est quasi demandée par la pop aujourd'hui, au minimum encouragée par l'économie de l'attention en général, au moins recherchée par beaucoup d'artistes. Mais il y a aussi le côté musical, la compétence. Et ça, Sabrina le met en avant aussi. Quand on la voit démaquillée, effectivement, on peut voir à quel point, voilà, c'est modifié son image, comment elle s'est préparée. Mais là, on met en contraste, on pose en contraste son vrai type de corps par rapport à un corps faussé. Les photos de gauche sont des photos de paparazzi non retouchées ou des captures d'écran de vidéo. Les photos de droite proviennent de son compte Instagram officiel. Putain, ouais, c'est vrai qu'elle se met des courbes, quoi. Elle se met des courbes. Peut-on accepter une silhouette rectangulaire? Vrai corps versus faux corps. Elle utilise le sexe. Bon, ça marche même pas toujours. Ça marche même pas toujours. Là, c'est vrai que... Mais moi d'un côté j'aime bien les changements de tenue constants, ça fait un peu, vous savez, un côté théâtral, c'est comme la mise en scène avec le décor, ça s'étend aussi, elle le fait aussi avec les costumes et ça me dérange pas plus que ça. Bon, cette photo-là, elle est un peu... ouais. Ça fait un peu, je sais pas, poule ou coq, je sais pas exactement, mais un délire du genre, quoi. Mais après, cette tenue, par exemple, j'aime bien, tu vois. Ça, au minimum, c'est original. Au minimum, ça, c'est original. Ça me dérange pas non plus. Hein? Des fois, le côté sexe marche un petit peu aussi, quoi. Hein? Je trouve qu'effectivement elle était mieux avec les cheveux noirs. Il y a toujours une tonne de maquillage, hein, mais je sais pas pourquoi elle s'est mise en blonde, les cheveux bruns, ça lui va bien. Et pour ceux qui vont me dire qu'elle pousse le bouchon, regardez, ça c'est Margot Robbie à A Big Bold Beautiful Journey à Londres. Donc elle carrément, elle arrive, et je sais pas si vous voyez là, mais en gros elle est en string quoi en dessous. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est figée comme une statue, parce qu'elle est embarrassée, mais ça m'étonnerait quand même. C'est ouf, hein, moi je pourrais pas. C'est vraiment un manque de respect envers le royaume des fées. Et Colin Farrell portait autant de vêtements que possible. Ouais. D'un côté, elle est magnifique et de l'autre, cette robe me cause tellement d'anxiété. Au minimum, si on veut chercher un truc positif à dire, elle a des couilles. Pas littéralement parce qu'on aurait pu les voir à travers la robe, mais métaphoriquement, elle a du courage au minimum. Sabrina, je commence à bien l'aimer et le pire, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'être exceptionnelle. Comment une musique que je trouvais insipide a réussi à me faire changer d'avis? Est-ce que c'est aussi un peu le type de contenu, genre le cinéma, et on y est moins exposé à répétition qu'une chanson, un mauvais film, on va pas re-regarder, à moins qu'il soit si mauvais que ça nous pousse à rire. Donc peut-être que la musique médiocre a une meilleure chance de marcher que par exemple du cinéma médiocre. Le truc avec la pop, beaucoup de fois, n'est-elle pas insipide? On méprise certains trucs, puis on s'y habitue par la répétition, une exposition répétée. La musique mid marche toujours. Mid est différent du fait d'être mauvais. Une part de la pop, du genre de la pop, est-ce que c'est conçu pour être acceptable par défaut? Les mélodies faciles avec une production propre, comme par exemple on peut le voir même avec la K-pop, souvent BTS, tout ça, la performance compense beaucoup pour la qualité musicale. Écrire une chanson qui plaise à un large éventail de personnes est intrinsèquement difficile. Oui, parce qu'il faut pas trop se prononcer, pas trop donner son opinion, même intellectuellement. Genre à partir du moment où tu te mets à critiquer Israël ou la Palestine, ou même parler du sujet, ça va être radioactif, tu vas désengager une partie de ton public, du public en général. Michael Jordan, fameusement, quand on lui a demandé de prendre une prise de position plus politique, au final, il l'a pas voulu parce qu'il a dit les hommes républicains blancs achètent aussi des sneakers. Je paraphrase. Une fois les bases de solfège acquises, vous pouvez apprendre la plupart des chansons pop assez rapidement. Après, c'est vrai qu'au niveau des instruments, aujourd'hui, avec tout ce qui est électronique et tout, c'est sûr que ça a permis aussi d'avoir moins à savoir jouer un instrument que de comprendre la composition, en fait, l'arrangement. Mais bref, en dehors de la pop, en dehors de sa musique, je trouve qu'elle a l'air d'une personne paradoxalement assez authentique en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une pop star, mais quand on la voit sur des podcasts, justement il y a une authenticité qui résonne. Avant, on allait sur les late shows et tout, là vous pouvez voir Jimmy Fallon qui fait genre de rire. Comment il fait genre de rire, putain, des fois c'est insupportable quoi.
Je crois qu'il n'est pas encore arrivé à la punchline. Hein. Je crois que c'est cette interview où j'aimais bien ce qu'elle disait. Je me souviens pas exactement. These days, what's your life like? So sleepy all the time. I'm sleepy, but I'm like energized by. I think this whole last year of my life has really reminded me that I just love doing what I'm doing. Ouais, peut-être qu'il y a quand même quelques éléments préparés dans son discours, je sais pas. Le problème, c'est peut-être moi, hein. Je pensais avoir des standards élevés, mais en fait, je consomme comme tout le monde. Je me fais attraper par les personnes et produits que je critique, et peut-être que je suis conditionné à m'en rendre compte. Beaucoup de fois, je ne donne pas de chance non plus aux artistes auxquels on m'expose parce que ça paraît trop forcé. Certaines opinions restent bloquées, tranchées du fait qu'on essaye d'insister, qu'on veut vous faire changer d'opinion ou qu'on veut vous mettre en tête un certain avis. J'ai un pote qui n'a jamais regardé Game of Thrones. J'ai arrêté de lui conseiller après la dernière saison, il y a déjà bien longtemps, mais ça m'avait toujours semblé assez particulier qu'il ne voulait pas regarder Game of Thrones malgré le fait que tout le monde à cette époque-là disait que c'était génial. Quand j'y pense, cette récalcitrance que je trouve bête, je la partage quand même vis-à-vis de pas mal de choses, et quand je donne une chance, je m'attache quand même plutôt facilement, même à des trucs moyens. Honnêtement, je ne sais pas quels moyens on pourrait employer pour me convaincre. Genre la stratégie de Leonardo DiCaprio, par exemple, qui est de ne rien dire. Ça semble bien marcher finalement. Mais c'est aussi une célébrité déjà bien établie, donc privilégiée d'une certaine manière. Timothée Chalamet, il s'est fait critiquer après son podcast avec Mathieu McConaughey. Timothée Chalamet s'attire les foudres après avoir déclaré que personne ne se soucie du Palais de l'Opéra. Il faut parfois brandir l'étendard du genre c'est un film sérieux et certains veulent se divertir et vite. Je suis vraiment partagé, Mathieu. J'admire ceux qui, sur les plateaux télé, disent il faut sauver les salles de cinéma, il faut sauver ce genre. D'un autre côté, je pense que si les gens veulent voir un film comme Barbie ou Oppenheimer, ils iront le voir et n'hésiteront pas à le clamer haut et fort. Je ne veux pas travailler dans le ballet, l'opéra ou des choses où on se dit faites vivre ça même si plus personne ne s'y intéresse. Et c'est pas pour dire, mais moi, Marty Supreme, initialement, j'étais rebuté par toute la campagne qui a été menée à son sujet, mais au final, je suis quand même allé voir le film. Bon aussi, parce que du coup j'ai pu en tirer quelques vidéos, etc. Mais je suis quand même allé voir le film. Si ce n'est pour le fait de faire une vidéo YouTube, je pense pas que je serais allé le voir, mais bon. Les émissions, comme les Late Night, ils sont en baisse, ça c'est clair. Mais après, il y a même eu une grosse spéculation par rapport au rôle que les podcasts auraient joué dans l'élection américaine, la présidentielle, ces dernières fois. À quel point est-ce qu'ils ont eu de l'influence? À quel point est-ce que c'était une erreur de la part de Kamala Harris de ne pas aller sur un podcast comme celui de Joe Rogan, qui est le plus gros podcast, et que Trump y soit allé. De notre côté, je me dis que les podcasts eux-mêmes ont tout intérêt à maintenir ce discours, de faire comme s'ils étaient très importants. Mais c'est sûr que c'est un nouvel espace médiatique, ça prend de la place par rapport à la télévision, c'est sûr. La question se pose, le long format est-il un avantage ou un désavantage? L'interview de Mathieu McConaughey et Timothée Chalamet, je suis le seul à l'avoir aimé apparemment, il me semble. Le problème, ce n'est pas les célébrités, c'est comment on les consomme, ce qu'on veut en tirer. Je pense avoir des goûts, en fait, j'ai des habitudes. Il s'agit, je suppose, de les cadrer, de les contextualiser de manière à se faire plaisir, même s'il n'y a que ce cadrage, une économie de l'attention où ils peuvent tirer des salaires qui paraissent vraiment disproportionnés par rapport à une potentielle méritocratie, quoi. Où ils peuvent obtenir de tels salaires éhontés par rapport à leurs compétences relatives. Mais quitte à devoir vivre avec les célébrités, autant essayer d'en tirer ce qu'on peut. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais de pouvoir les cadrer pour agir comme on veut. Sans doute que la vraie liberté culturelle, ce n'est pas peut-être d'échapper à l'influence, mais c'est de comprendre comment elle agit sur nous. Pour autant, je refuse de déconsidérer mon biais naturel vis-à-vis de Margot Robbie.